Alors, je vous propose d'observer la circulation d'informations sur le fait militaire vers d'autres acteurs que ceux que nous avons vus depuis ces 3 journées, les journalistes, avec également une plus large diffusion par le biais de la publication. Donc ma communication porte en effet sur la présence de la guerre dans la presse politique francophone, publiée hors de France au XVIIe et XVIIIe siècle. Rassurez-vous, je vais vous expliquer ce titre un petit peu à rallonge et pourquoi je précise bien francophone, langue française à chaque fois. Alors j'ai souhaité observer la place de la guerre dans ces écrits singuliers qui, bien qu'en français, circulent à travers l'Europe entière, mais j'ai aussi cherché à comprendre comment leurs rédacteurs obtiennent leurs informations dans ce domaine particulier du fait militaire. Alors cette démarche permet de poser la question du discours que la presse porte sur la guerre et de voir qui produit ce discours. C'est finalement ça qui m'a peut-être le plus intéressée. Alors, sans grande surprise, surtout pas pour vous, il est apparu que le fait militaire était un thème central, même et surtout dans les périodiques, mais il est aussi apparu qu'étudier ce thème permet d'interroger l'articulation entre journalisme et renseignement, d'interroger la question de la publicité des nouvelles transmises par la presse. Alors au XVIIe et XVIIIe siècle, la presse politique se présente sous 2 formes, les gazettes et les mercures. Je vais donc commencer par vous présenter rapidement ces 2 types de périodiques dont les différences de forme éditoriale ont des répercussions sur le traitement de la guerre. Donc c'est pour ça que je vais insister, c'est pas simplement parce que je suis aussi une historienne du livre. Puis j'observerai la place occupée par les événements militaires dans la presse avant d'interroger les sources des journalistes en la matière. Alors la presse politique se compose donc des gazettes et des mercures au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors la forme des gazettes est apparue au début du XVIIe aux Provinces-Unies. En 1631, la Gazette de Renaudot est créée à Paris. Donc c'est la seule gazette française, en français publiée en France. Mais c'est en fait en Hollande dans les années 1680 que les gazettes se multiplient, entraînant en fait une fixation de cette forme éditoriale qui constitue alors la seule presse périodique politique jusqu'à la fin du XVIIe siècle. La nouveauté résidant essentiellement dans la périodicité régulière. Alors, de quoi s'agit-il ? Les gazettes sont donc publiées 2 fois par semaine et elles proposent sur 6 à 8 pages in quarto une succession de bulletins de nouvelles laconiques et sans commentaire. C'est là l'essentiel en ce qui concerne les gazettes. Alors à la fin du XVIIe siècle, il existe une expression que vous avez sans doute déjà croisée, qui est celle de Gazette de Hollande au pluriel. Sous ce qualificatif, on désigne en réalité tous les bi-hebdomadaires qui sont publiés dans des villes des Provinces-Unies en français et diffusés à travers l'Europe. Les plus diffusés sont la Gazette d'Amsterdam au XVIIe et XVIIIe siècle, qui est concurrencée dans la deuxième moitié du XVIIIe par la Gazette de Leyde. Et bien souvent, et c'est le cas pour les contemporains, quand on parle des gazettes de Hollande, on parle de façon indifférenciée de toutes ces gazettes qui se copient les unes les autres, et bien souvent on ne les différencie pas, même si la Gazette d'Amsterdam étant la plus diffusée, c'est sur celle-là que j'ai travaillé pour ce papier, c'est bien souvent en fait la Gazette d'Amsterdam qu'on désigne sur l'expression collective Gazette de Hollande. Donc même pour les contemporains, c'est des fois un petit peu complexe. Ou imprécis en tout cas. Maintenant, en ce qui concerne les mercures, sur lesquels porte essentiellement ma thèse, donc les mercures ont quant à eux trouvé naissance en Hollande même, mais bien plus tard. Donc le premier mercure paraît en 1686 sous le titre « Histoire abrégée de l'Europe ». Le qualificatif de mercure que j'ai formalisé désigne une nouvelle forme de presse politique. Dans des livraisons mensuelles d'une centaine de pages in 12, donc vous voyez, on est vraiment là d'un point de vue matériel, donc quelque chose de très différent. Donc dans des livraisons mensuelles d'une centaine de pages in 12, ces périodiques proposent un compte-rendu de l'actualité politique survenue durant le mois écoulé, qu'ils accompagnent, cette fois, de commentaires et de diverses pièces. Leurs rédacteurs sélectionnent les nouvelles les plus importantes, les synthétisent et citent des documents. À partir de ce contenu, qui est vraiment diversifié, ils élaborent ainsi une interprétation politique
qui est présentée comme telle, hein, ils ont vraiment conscience de faire de l'interprétation et ils la pensent comme telle, interprétation des événements qu'ils nomment réflexion ou dissertation. Celle-ci constitue la principale nouveauté de cette forme éditoriale vis-à-vis des gazettes et à ce titre, les Mercures marquent la naissance d'un journalisme d'analyse en langue française, ce qui explique que ces journaux soient très différents les uns des autres, puisque chaque rédacteur tient une position assez différente, certains étant fortement engagés. Les rédacteurs eux-mêmes ont conscience de ce changement radical par rapport aux gazettes et donc tout en restant anonymes jusqu'aux années 1730, ils ne se qualifient jamais de gazetiers et finalement dès le début du XVIIIe siècle apparaît le terme de journaliste approprié pour des périodiques politiques. Donc on a vraiment un changement qualitatif très net et en même temps l'apparition d'un nouveau statut social professionnel. Alors le plus célèbre de ces mercures, que vous connaissez peut-être, ou sans doute, est le Mercure historique et politique, qui est né à La Haye en 1686 et qui va être publié jusqu'en 1782. Donc on ne parle pas de petits ouvrages comme ça qui ont duré quelques années, ça a tenu quasiment un siècle. Alors jusque dans les années 1720, tous ces mensuels en langue française, j'en ai à peu près répertorié une douzaine, donc tous ces mensuels sont produits exclusivement en Hollande. Il n'y en a pas en France notamment. Ils sont traduits en anglais, en espagnol, et parfois ils sont contrefaits, recopiés. Enfin là, il y a toute l'histoire du livre à faire. Mais en tout cas, tous sont rédigés aux Provinces-Unies. À partir des années 1730, il y a un changement puisque la forme se diffuse au-delà de la Hollande, en Europe, et on va donc se mettre à produire des mercures qui reprennent exactement la même forme, des mercures en français, cette fois dans les cantons suisses, à Bruxelles, en Allemagne, en Suède et également en France. Donc voilà, à partir de 1730, une diffusion de ce modèle éditorial. Alors, dernière précision sur l'aspect de ces ouvrages. Dans les mercures, à l'exemple des gazettes et sur le modèle des nouvelles à la main, sur lesquelles je reviendrai un petit peu, les informations sont organisées par articles géographiques en fonction du lieu de provenance de la nouvelle. Non en fonction du lieu où s'est déroulé l'événement. C'est toujours le lieu de production de la nouvelle qui l'emporte. Et j'en reparlerai rapidement. Ce qui est également important, c'est que toute l'Europe est systématiquement traitée. On a vraiment l'intégralité de l'Europe, aucun n'écarte certaines aires géographiques. Et donc on a entre 6 et 12 rubriques selon les titres et les périodes. Voilà donc pour ces objets un petit peu singuliers. Alors, maintenant pour ce qui est donc des mercures et de la guerre, ou plus largement de la presse et de la guerre, il faut évidemment préciser d'entrée de jeu que la presse entretient un lien étroit avec la guerre. Et à cet égard, le cas des mercures est celui qui est le plus net, donc c'est surtout sur celui-là que je me concentrerai. Alors, d'après les justifications octoriales des paratextes, la publication des mercures repose sur une volonté de rendre compte des événements, et en particulier des événements que les rédacteurs considèrent comme des ruptures d'équilibre à l'échelle d'un pays ou d'une ère géopolitique, parfois l'Europe en entier. Donc au fil de leur livraison, les rédacteurs vont dresser un tableau de l'agitation politique. Or, selon eux, cette agitation politique serait essentiellement causée par l'omniprésence des conflits en Europe. Ce constat vaut en particulier pour la période qui constitue l'âge d'or des mercures, de 1686 aux années 1720. Donc durant cette période où les mercures sont tous publiés aux Provinces-Unies, les conflits sont attribués aux prétentions hégémoniques de Louis XIV. Les aspirations du roi de France à la monarchie universelle viendraient expliquer cette permanence de l'état de guerre qui, selon les journalistes, caractériserait carrément cette fin de siècle. À tel point qu'en janvier 1700, le rédacteur des Lettres historiques, qui est donc un mercure, le rédacteur des Lettres historiques considère, je cite, que le sujet d'observation le plus remarquable offert par l'année écoulée est qu'elle n'a été troublée d'aucune guerre en aucune partie de l'Europe. Donc la guerre constitue l'un des sujets les plus abondamment traités dans les mercures, de la préparation des campagnes aux actions glorieuses des chefs d'armée, en passant par l'état des troupes, leur mouvement tactique et l'issue le plus souvent incertaine des batailles. Et des fois on a des longues listes de bateaux, d'officiers, parfois des documents
on se demande un petit peu qui véritablement ça pouvait intéresser. Alors, la guerre est tellement, enfin, mis à part les historiens d'aujourd'hui, bien entendu. Alors, cela est tellement important que lorsque Curtis de Sandras fonde son élite des nouvelles, quelques mois après la signature de la paix de Ryswick, donc en mars 1698, il promet de rapporter, je cite, « des faits curieux qui suppléeront à la stérilité des nouvelles maintenant que la paix est faite. Puisque la guerre a cela de propre qu'elle fournit de matière aux nouvellistes au lieu que la paix les laisse dans un grand épuisement. » Donc selon certains d'entre eux, finalement, il n'y a pas de presse possible en temps de paix. Peu de temps avant, le rédacteur des lettres historiques avait quant à lui annoncé qu'il envisageait carrément de cesser sa publication maintenant que la paix avait été signée. Donc vraiment, il y a une articulation très forte entre l'existence de ces journaux et le cours de la guerre. Alors les journalistes justifient cette forte présence de la guerre dans leurs ouvrages, en particulier par le fait que la guerre concerne tout le monde, tous les lecteurs, et que c'est l'Europe en entier qui est impliquée. Cette omniprésence du fait guerrier est très visible dans les périodiques, elle saute véritablement aux yeux, notamment à cause de l'organisation rubricale de ces ouvrages, puisqu'en fait, la guerre apparaît dans tous les articles. Dans absolument tous les articles, alors que d'ordinaire ça n'apparaît que dans un seul article. Ici, étant donné que la guerre touche vraiment tous les pays, on a systématiquement un petit passage sur la guerre, que ce soit les opérations, les préparatifs, les répercussions politiques de la guerre. À chaque fois, chaque pays est concerné. Donc on a finalement ici un sujet transversal qui rend caduque l'organisation par rubrique géographique, pourtant fondamentale dans la mise en forme de l'information politique périodique à l'époque, que ce soit dans les périodiques manuscrits ou les périodiques imprimés. Alors, de façon plus pragmatique en ce qui concerne les rédacteurs, si la guerre occupe une place si importante dans la presse, c'est que non seulement elle offre des faits à raconter, mais qu'elle appelle aussi des commentaires. Car en fait, au dire des journalistes eux-mêmes, les véritables enjeux des guerres sont toujours cachés. Évidemment, tout ça, ça leur donne du grain à moudre et des choses à raconter à leurs lecteurs. Donc les motifs de déclaration et d'interruption des combats constituent ainsi un sujet privilégié des journalistes, et ce, même en temps de paix. Donc il est toujours question finalement de faire la guerre ou de faire la paix. Alors en 1699, alors que l'Europe est en paix, le rédacteur des lettres historiques écrit pour se justifier de ne pas avoir cessé la publication de son Mercure, donc je le cite, « Les princes combattent, ils protestent que ce n'est que pour avoir la paix, cependant à peine l'ont-ils obtenu qu'ils prennent de nouvelles mesures pour recommencer la guerre. » Donc il y aura toujours des choses à raconter pour les rédacteurs de Mercure. Repérer et analyser les actions des princes risquant de provoquer une nouvelle conflagration ou de la prolonger constitue donc l'une des fonctions principales que s'attribuent eux-mêmes les rédacteurs. De même que prévoir l'issue des affrontements. J'utilise ici volontairement le terme de prévoir puisque ces journalistes, au contraire des gazetiers, entendent interpréter chaque retournement de situation pour pronostiquer, c'est le terme qu'ils emploient, le dénouement de la guerre. Et véritablement, ils se disent capables de savoir si oui ou non la guerre va cesser ou continuer, qui va l'emporter. Et ils n'hésitent pas le mois suivant à dire « ah bah finalement je m'étais trompé ». Voilà. Alors, cela ne vous étonnera pas, la chronologie de parution des Mercures entretient donc une forte proximité avec les événements militaires européens. Sur les 14 Mercures qui voient le jour entre 1686 et 1730, seulement 3 naissent en temps de paix. Et cela a sans doute contribué à la courte durée de vie de 2 d'entre eux qui tiendront moins d'1 an, sans doute peut-être parce que c'était la paix. Donc c'est pendant la guerre de succession d'Espagne que paraissent le plus grand nombre de ces ouvrages, depuis la Hollande puis le Luxembourg. 5 sont publiés simultanément de 1707 à 1710 et il y en a même 6 qui sont publiés en 1707. Donc on a bien là l'existence d'un marché et d'un public pour qu'on puisse publier autant d'ouvrages qui quand même globalement racontent les mêmes événements, certes avec des interprétations différentes, mais ça reste vraiment le même type d'ouvrage. Alors, au cours du XVIIIe siècle, la proximité chronologique entre conflictualité européenne et presse n'est plus aussi évidente. À mon avis, c'est notamment parce que certaines de ces publications se maintiennent durant tout le siècle, accaparant justement une partie de ce marché. Donc en fait, ça ne laisse plus vraiment de place à des ouvrages qui naîtraient des événements directement à chaud comme ça.
Alors, si la pérennité de ces ouvrages étouffe partiellement la publication de nouveaux ouvrages, elle atteste aussi donc de l'existence d'un marché de l'information politique qui est stable à l'échelle de l'Europe, sans lien direct avec les affrontements guerriers. Alors, une période toutefois semble s'imposer comme une exception dans cette stabilisation de la production, sur laquelle je vais essayer de creuser davantage. Et il s'agit en fait de la période de la guerre de 100 ans, où là on a 3 périodiques politiques qui naissent quasi simultanément à Bruxelles, et donc en lien directement avec le gouvernement. Et là, c'est la limite de la presse, où on tirerait vers quelque chose qui relève davantage de la propagande que de ce que j'ai pu observer pour les mercures produits en Hollande. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans le discours préliminaire qui ouvre le premier numéro d'un de ses ouvrages qui est publié à Bruxelles, qui s'appelle « Le Mercure historique et politique des Pays-Bas », qui est donc né en 1759, le rédacteur précise qu'il se propose d'analyser, je cite, « la crise dont l'Europe est affligée depuis ces 3 dernières années ». Donc très clairement, là, le lien avec le début de la guerre est marqué et dit explicitement dès le discours préliminaire. Alors, davantage que de nous dire quel était le sentiment des contemporains vis-à-vis de la guerre, ces écrits permettent de saisir à quel point celle-ci était un objet nécessitant une mise en récit et une interprétation. Donc la presse a ainsi contribué à construire un sentiment d'omniprésence de la guerre et à publier une construction médiatique de l'imminence permanente de cette guerre au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors j'aimerais maintenant m'intéresser aux origines des nouvelles sur la guerre présentes dans la presse, donc réfléchir aux sources des journalistes. Ici, il s'agit d'interroger le lien entre journalisme et renseignement et aborder la question de la publicité et du degré de dévoilement de l'information militaire dans la presse. Cela permettra de revenir sur la notion de savoir de la guerre ou de savoir sur la guerre posée par les organisateurs. Alors, je préfère préciser tout de suite que ces questions sont particulièrement délicates à aborder car les journalistes et les gazetiers n'évoquent jamais précisément leurs sources. J'ai donc procédé à partir de quelques études de cas tributaires des documents conservés dans les archives. Alors, s'inspirant du modèle des médias manuscrits d'information, notamment des avisis, chaque rubrique de gazette débute par la formule « les lettres de telle ville rapportent que » ou encore plus simplement « on dit que » précédé du lieu d'émission de la nouvelle. Ces formules sont volontairement imprécises et ne permettent jamais de situer précisément la provenance de l'information, même pas la provenance géographique, puisque bien souvent il s'agit de points de redistribution des informations. Et sur cette question de l'imprécision, je vous renvoie aux analyses de Joanne Petitjean sur ce type des médias dans l'espace méditerranéen. Alors, toutefois, dans le cas des gazettes de Hollande, j'ai pu montrer que ces formules renvoient bel et bien à de véritables lettres de nouvelles. Alors, pour vous donner un exemple, dans les papiers d'Anthony Heinsius, le grand pensionnaire de Hollande de 1689 à 1720, se trouvent des documents qui sont passés entre les mains de Jean Tronchin du Breuil entre 1708 et 1719, alors que Jean Tronchin du Breuil est le principal rédacteur de la Gazette d'Amsterdam. Alors, dans ces papiers d'Heinsius, on retrouve 2 types de lettres qui ont été transmises par le gazetier au principal personnage de la République néerlandaise. Alors, je vous passe les analyses et les déductions qui m'ont permis d'aboutir aux conclusions que je vous présente ici, mais ce corpus d'une cinquantaine de documents, donc c'est pas 3 lettres par-ci par-là, mais donc une cinquantaine de documents qui permet de montrer que les gazetiers, et en particulier celui de la plus célèbre Gazette de Hollande, donc que ces gazetiers étaient abonnés à des lettres de nouvelles couvrant une aire géographique spécifique, rédigées par des correspondants ou des ateliers de copistes. Alors en effet, durant l'année 1711, Tronchin du Breuil transmet au grand pensionnaire les lettres qu'il reçoit lui-même pour sa gazette d'un correspondant qui est installé dans les cantons suisses, lequel relaie des informations en provenance des cantons, mais aussi de Gênes, Milan, Turin et des frontières de France. Le gazetier fait donc parvenir à Heinsius les originaux de ces nouvelles à la main, sur lesquels il a souligné au préalable les informations qui lui semblent devoir intéresser son destinataire. Or, envoyées en pleine guerre de succession d'Espagne, ces lettres portent exclusivement sur le déroulement des opérations militaires.
Par ailleurs, seulement une partie des nouvelles que contiennent ces lettres de nouvelles, hein, enfin ces nouvelles à la main, donc une partie seulement des informations contenues dans ces lettres, apparaissent dans la gazette imprimée de Tronchin-du-Breuil. Je vais y revenir. Donc ça, c'est la première série de lettres qu'on retrouve dans les papiers d'Heinsius. Deuxième série de lettres adressées par le gazetier aux grands pensionnaires. Il s'agit cette fois de copies de lettres datant de 1708. Ces copies quasi immédiates sont cette fois de la main de Tronchin-du-Breuil lui-même, qui a sélectionné une partie des informations susceptibles d'intéresser son destinataire. Dans ce cas, les nouvelles n'ont plus trait directement à la guerre. Cependant, elles se rapportent à la situation financière de la France, en particulier à la capacité de la France à continuer la guerre, malgré ou grâce aux réformes qui ont lieu en France à cette période. Le gazetier se fait ici expert financier, en sélectionnant à l'intention du grand pensionnaire les nouvelles significatives sur ce thème et surtout en sélectionnant les interprétations, à savoir est-ce que oui ou non la France va pouvoir continuer la guerre. Alors cette expertise ne surprend pas dès lors qu'on sait que Tronchin-du-Breuil est un huguenot installé en Hollande qui en fait était impliqué dans des affaires financières importantes à Lyon et à Paris avant son exil. Donc le gazetier fait ici bénéficier le grand pensionnaire de son ancien réseau de contacts et de sa compétence à analyser les événements financiers. Alors même que tout cela n'apparaît pas jamais dans la gazette imprimée. Donc on a vraiment une différenciation entre deux types d'informations en fonction du public. Alors, ces documents conservés dans les papiers d'Heinsius, qui ont été, c'est assez significatif, laissés de côté dans l'édition de la correspondance du grand pensionnaire, comme si finalement tout ça n'avait pas vraiment d'importance. Ces documents permettent de saisir la fonction de renseignement jouée par un gazetier au plus haut niveau de l'État néerlandais. Au-delà de ce que ce cas permet de mettre en évidence à propos du rôle des journalistes dans le système d'information des États, que j'ai pu observer dans d'autres cas, très clairement les journalistes en fait font partie des systèmes d'information des États à la fin du XVIIe siècle. Au-delà de ce point-là, qui n'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus, mais il n'est vraiment pas anodin de constater que ces correspondances ont trait à la guerre alors même qu'elle fait rage. Et très clairement, Tronchin-du-Breuil ne donne pas d'autres lettres de nouvelles à Heinsius. Les seuls qui lui donnent ont trait à la guerre. Donc, thème le plus abordé dans les périodiques, les événements militaires et leurs effets collatéraux sont aussi ceux qui occupent le plus les médias, manuscrits d'information politique. Et donc, les journalistes, et c'est ce qui permet aux journalistes de jouer un autre rôle que leur seul rôle de journaliste. Voilà. Alors, si cet exemple permet de saisir dans les grandes lignes l'approvisionnement des gazettes en nouvelles militaires, dans le cas des Mercures, la situation est plus complexe encore. En effet, dans les mensuels politiques, les nouvelles ne sont ni introduites ni référencées, c'est-à-dire qu'on n'a même plus le « on dit que » suivi d'un nom de ville, on n'a vraiment plus rien du tout. Les nouvelles sont transmises comme si le rédacteur en était lui-même la source première, ce qui n'est évidemment pas le cas. Alors, sans doute, les journalistes, contrairement aux gazetiers, n'étaient pas abonnés à des lettres de nouvelles. Là, ce sont mes hypothèses. Il me semble que cela ne leur était pas nécessaire, puisqu'à cause de la mensualité, ils étaient davantage à la recherche de récits et de matières leur permettant d'étoffer leurs réflexions que de faits bruts. Donc en réalité, leurs ouvrages s'apparentent davantage à une sorte de mise en récit des gazettes, celles-ci étant croisées, utilisées comme source, puis complétées par des pièces et par des analyses. Reste à savoir d'où proviennent ces analyses. Alors en premier lieu du journaliste lui-même, mais sans doute pas seulement. Alors je voudrais vous proposer deux cas qui permettent de saisir les moyens employés par les rédacteurs pour s'approvisionner en nouvelles ayant trait spécifiquement à la guerre. Alors le premier cas repose sur l'étude de 15 lettres émises depuis La Haye entre juin 1703 et mars 1704 par un certain Leconnu à destination de John Cutts, lieutenant général anglais alors sous les ordres de Marlborough pendant la guerre de Succession. Ces lettres sont conservées à la British Library. Elles ont été rédigées donc sous pseudonyme, mais par un journaliste que j'ai pu identifier, un certain Guillaume de Lamberty, qui est à la même époque rédacteur de plusieurs gazettes et du Mercure intitulé Lettres historiques, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors en mettant au jour plusieurs des correspondances que ce journaliste entretient avec
plusieurs personnes à travers l'Europe et des acteurs assez importants puisqu'il y a donc des ministres, des princes allemands, plusieurs ambassadeurs néerlandais dispersés à travers l'Europe et d'autres gazetiers. Donc en essayant de reconstituer ce réseau de correspondance, j'ai pu constater qu'il n'était pas seulement journaliste, il était clairement nouvelliste, sans doute à la tête d'un atelier de copistes avec des nouvelles, donc qui rédigeait des nouvelles à la main. Alors, pour revenir plus spécifiquement à la question de sa correspondance avec le lieutenant général anglais, dans ses lettres, donc moi j'ai seulement retrouvé les lettres que Lamberty lui adresse. Je n'ai pas retrouvé les lettres, j'ai retrouvé que ça. Et donc, dans ces lettres de Lamberty, il n'est jamais question de rétribution, de paiement de cette correspondance. Alors que dans toutes les autres lettres que j'ai retrouvées de Lamberty, il est question du paiement. Il y a une tarification très précise. Vraiment, tout ça est très bien organisé. Hein. Il ne faut surtout pas croire que c'est un espèce d'espion comme ça de temps en temps. Non, tout ça est très clair. Et donc, il n'est jamais question de paiement dans ces lettres destinées à Cutts. Si bien qu'il me semble que cette rétribution devait être d'un autre ordre. Et étant donné que Lamberty accuse réception d'une lettre de Cutts dans 40% de ses courriers, je pense qu'en réalité, il s'agit d'un échange d'informations. Lamberty propose un compte-rendu des événements diplomatiques survenus dans la ville hollandaise, tandis que l'officier devait sans doute lui rédiger un récit des aléas militaires sur le front allemand, où il se trouve à cette époque. Alors, n'ayant pas les papiers de Lamberty, ce n'est qu'une hypothèse, mais qui me semble tout à fait probable, a fortiori, parce que j'ai retrouvé un système équivalent entre Lamberty et le résident hollandais à Stockholm, qui en effet échangeait des lettres comme ça avec Lamberty. Alors, dans le cas présent, Lamberty, journaliste, pioche donc ces informations au cœur même de l'action militaire dans le cadre d'un échange de nouvelles. Cependant, dans le cas précis de Lamberty, la circulation d'informations à propos des questions militaires va encore plus loin, puisqu'une lettre de Lamberty adressée le 15 août 1713 à la sœur de John Cutts montre que le journaliste devient même un réceptacle de savoir sur les acteurs de la guerre. En effet, après la mort de son frère, la sœur de l'officier se tourne vers le journaliste pour obtenir des renseignements sur le rôle joué par son frère durant la guerre de succession d'Espagne. Donc là, on a vraiment une inversion des fonctions. Alors, requête que le journaliste promet de satisfaire en rédigeant un extrait, selon l'expression qu'il emploie. Extrait donc à propos de John Cutts durant la guerre de succession, à partir, je cite, du fatras de papier qu'il a eu soin d'amasser pendant la longue durée de la guerre. Alors, tout dernier fonds d'archives, et ensuite je conclurai. Un dernier fonds d'archives permet de compléter cette circulation d'informations sur le fait militaire en mettant en évidence cette fois des intentions un petit peu différentes dans la publication. Le musée des communications de La Haye conserve un fonds un petit peu incroyable. Le courrier non distribué est conservé par le maître des postes à La Haye pour les routes de Flandre, de France et d'Espagne sur la période 1690-1720. Donc des lettres qui n'ont pas été distribuées, qui n'ont parfois même pas été ouvertes, certaines je les ai ouvertes. Et donc ce fonds contient plusieurs lettres de lecteurs adressées à des éditeurs ou à des rédacteurs de Mercure. Parmi elles se trouvent 2 plis destinés à Van Bulderen, l'imprimeur du Mercure historique et politique qui est donc publié à La Haye. Alors dans le premier de ces plis, il s'agit simplement de l'envoi d'un imprimé intitulé « Relations contenant le sanglant combat et la victoire remportée par l'armée du roi commandée par Monseigneur le duc de Bourgogne en France ». Le courrier n'est pas signé, il n'y a aucune explication, on envoie simplement l'imprimé, sans doute l'objectif étant que l'imprimé soit inséré dans le mensuel. Alors, cas plus intéressant, le second pli, que donc j'ai pu observer adressé à l'éditeur du Mercure historique. Ce second pli contient quant à lui une très longue lettre de 2 feuilles in-folio d'une écriture très serrée. Et alors là, il s'agit d'une missive rédigée par un soldat français, adressée à Van Bulderen pour être remis au rédacteur du Mercure. Alors de quoi s'agit-il précisément? Lors de sa lecture de la livraison de septembre 1701 du mensuel, l'épistolier, donc notre soldat, a, je cite, remarqué beaucoup d'extravagance, principalement dans l'affaire du Chiari. Et donc il souhaite rétablir la vérité
car sa compagnie a été maltraitée, c'est ses expressions. Et donc pour cela, il propose son propre récit des événements et en parallèle, il cite une gazette allemande comme pour affirmer qu'il a donc bien raison. Alors, étant donné que ces lettres n'ont jamais été délivrées, j'ai pas pu vérifier si de fait le rédacteur avait mis... bon. Donc ça, c'est un petit peu la limite. Bon, ce que ça montre en tout cas, c'est que cette lettre, comme la correspondance de Cutts, permettent ainsi de voir comment, en matière militaire, pour les faits comme pour les analyses, les journalistes s'appuient également sur des témoignages d'acteurs, qui plus est des acteurs qui produisent un discours ouvertement engagé, là dans le cas de ce lecteur. Alors, comme je vous le disais, dans ce dernier cas, la lettre du soldat, je n'ai pas pu vérifier si elle avait été publiée, mais j'ai un autre cas qui laisse à penser que cette lettre aurait sans doute été publiée, au moins sous forme d'extrait, puisqu'en fait, dans l'avertissement de la livraison d'octobre 1686, donc de l'histoire abrégée de l'Europe, le rédacteur cite une lettre de lecteur en provenance de Paris. Alors, cette lettre de lecteur conteste la version donnée par le périodique dans la livraison précédente à propos, je cite, d'un petit combat arrivé près de Cadix entre un vaisseau hollandais et un vaisseau français. Et donc le lecteur anonyme accuse le rédacteur d'être favorable aux Hollandais et propose donc de rétablir la vérité en vertu de son statut de témoin de la bataille. Et donc la rédaction n'hésite pas à citer largement la lettre en question, tout en assurant bien sûr son public de sa bonne foi, il n'y a aucun parti pris hollandais, etc. Voilà, donc j'ai terminé ces quelques cas. Et alors, juste quelques mots peut-être en conclusion. Ces quelques cas permettent donc de voir comment les événements militaires donnent lieu à une circulation importante d'informations au sein de laquelle les journalistes tiennent une position importante, aussi bien comme relais de cette information que comme récepteur. Et ils passent d'un rôle à l'autre. Alors, la presse politique ne participe donc pas véritablement à la construction d'un savoir sur la guerre. Elle publie et diffuse des nouvelles à son propos et les interprète. Donc, davantage qu'une fonction de renseignement et de dévoilement, on le voit très bien avec le cas de Tronchin-Dubreuil, qui finalement ne dévoile rien dans la presse et se contente simplement de garde pour le grand pensionnaire cette question du dévoilement. Alors, davantage qu'un savoir sur la guerre, finalement, il me semble que la presse construit une mémoire de la guerre ou de l'action guerrière, une mémoire à laquelle, une mémoire à la constitution de laquelle, les acteurs militaires eux-mêmes participent, même si on a sans doute du mal à le saisir, faute de sources, puisque j'ai aucune source de mes gazetiers, si ce n'est les quelques exemples que j'ai pu vous citer aujourd'hui. Voilà, merci.